messieurs, chers amis, le Cercle France-Amérique est très heureux de vous accueillir pour cette conférence organisée avec le Club des juristes et Fondapol sur le thème « Les États-Unis sont-ils encore un État de droit ?» Je tiens à remercier les initiateurs de cette conférence, les professeurs Nicolas Molfessis et Dominique Régnier, Maître Laurent Cohen-Tanugui, et les intervenants, l'ambassadeur Philippe Etienne, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, Madame le professeur ou la professeure Anne Désine, et notre cher ami Fred Davis, un habitué de France-Amérique, ancien procureur fédéral et avocat au barreau de Paris et de New York. Je voulais aussi saluer la présence de M. Serge Voyal, ancien ministre et sénateur du Canada, qui, comme beaucoup de Canadiens, est entré en résistance pour que le Canada ne devienne pas le 51e État des États-Unis. Monsieur le sénateur, monsieur le ministre. Le retour du président Donald Trump à la Maison-Blanche depuis le 20 janvier 2025 a provoqué un séisme dans l'organisation mondiale mise en place depuis près de 80 ans, mais aussi sur le plan intérieur américain. Le nouveau président contrôle toutes les branches du gouvernement, le pouvoir exécutif, le Sénat et la Chambre des représentants. Il bénéficie aussi d'une confortable majorité à la Cour suprême des États-Unis, avec 6 des 9 juges considérés comme conservateurs. L'avalanche d'Executive Orders, sorte de décret présidentiel, dès le jour de sa prestation de serment, a surpris par son importance et sa rapidité. Ces décrets présidentiels, après un moment de sidération, ont suscité de nombreuses procédures devant les tribunaux fédéraux, car considérés comme contraires à la Constitution des États-Unis ou empiétant sur les prérogatives du Congrès. Au Sénat, où les républicains n'ont que 2 voix de majorité, les oppositions s'organisent avec le retour en force du filibuster qui permet de ralentir la procédure d'adoption d'une loi par des discours interminables et qui ne peuvent être interrompus. Un État de droit suppose que la loi s'applique à tous, gouvernants comme citoyens, et que les institutions garantissent la séparation des pouvoirs, les droits fondamentaux et l'indépendance de la justice. Pourtant, les événements récents aux États-Unis ont semé le doute chez de nombreux juristes qui craignent que certaines décisions judiciaires ne soient pas respectées par le pouvoir exécutif. L'avenir de l'État de droit aux États-Unis dépendra-t-il de la capacité des citoyens, des juges et des dirigeants à défendre ces principes fondamentaux face aux tensions politiques et sociales? Car, comme l'a dit George Washington, l'un des pères fondateurs, la Constitution est le guide que je n'abandonnerai jamais. En vertu de la Constitution, le pouvoir sera toujours détenu par le peuple. Alors, je vous remercie de remplir à la fin de la conférence la fiche d'appréciation, ce qui nous permet d'améliorer la tenue et le contenu de nos conférences à France-Amérique. Il est prévu aussi des dédicaces des livres des intervenants qui seront organisés après la conférence. Et sachez que le programme de toutes nos conférences culturelles, économiques, juridiques sont disponibles sur notre site franceamérique.org. Et sachez que vous êtes tous les bienvenus à France-Amérique. Et monsieur le professeur Régnier, écoutez, je vous laisse la parole. Merci, cher Jean-Luc. Merci pour cette hospitalité. Je vois Nicolas Molfessis. Peut-être que tu peux te mettre devant, Nicolas. Le directeur du Cercle des juristes, qui est coordinateur avec la Maison France-Amérique et la Fondapol de cet événement. Je ne vais pas prononcer de nombreux mots. Beaucoup de choses ont été dites par Jean-Luc Fournier à l'instant. Simplement, chacun aura noté, en tout cas c'est un sentiment que j'éprouve, je suis sûr de ne pas être le seul à l'éprouver, que dans ces grands bouleversements que nous vivons, il y a une part de curiosité, il y a une part de surprise et puis aussi d'inquiétude. Parce que ce qui se passe est quand même d'une ampleur considérable et on ne sait pas très bien quelle est la direction que prennent les États-Unis et donc les affaires du monde. Il y a quand même cette espèce d'ombre
qui plane sur nous tous. C'est un peu compliqué de s'y retrouver aujourd'hui. J'espère que la discussion permettra d'y voir plus clair. Je veux reprendre les mots de Jean-Luc Fournier et vous dire qu'à la fin, vous pourrez acheter les livres des intervenants qui sont ici. J'en profite quand même, je fais une publicité, vous allez le voir, qui n'est pas commerciale. La Fondapol vient de fêter ses 20 ans. On a fait un livre qui vous sera offert si vous le souhaitez. Donc c'est une publicité qui... Voilà, dites-moi... Je fais du... Voilà, c'est une pratique commerciale agressive, mais je suis un peu inspiré en ce moment par tout ce qui se passe. Donc voilà, on sera heureux de partager avec vous cet ouvrage, très sincèrement. Et puis, je vais passer la parole à chacun des intervenants. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à ce panel, à ce débat. Vous avez été présenté par Jean-Luc Fournier, donc je ne vais pas revenir sur cette présentation. Nous allons d'abord vous écouter à tour de rôle, chacun 15 minutes. Et moi, j'aurai cette tâche qui est classique, que souvent on annonce et que rarement on fait respecter. Mais je voudrais la tenir pour qu'on puisse ensuite voir un échange entre vous et puis avoir un échange entre nous tous. Voilà, donc je crois qu'on est d'accord pour respecter la règle des 15 minutes. Mais je voudrais quand même, avant de passer la parole à notre ami Laurent Cohen-Tannoudji, dire qu'il y a 20 ans, il publiait Le droit sans l'État. 40 ans. Non, mais ça, c'est un truc qui m'arrive souvent. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive souvent. Ça. Non, mais 20 ans, c'est très bien. Oui. On a toujours un peu 20 ans. Là, c'est 2 fois 20 ans. Le droit sans l'État. Et ce livre qui a beaucoup marqué beaucoup de lecteurs, qui a une longue vie, qui vit toujours, et sonne de manière étonnante aujourd'hui, parce que c'est un peu comme si nous avions un État sans droit. On est passé de ce livre par lequel tu expliquais ce qu'était le droit américain et aussi la démocratie américaine. Et là, 40 ans après, donc, nous avons cette situation qui paraît particulièrement bouleversante et révolutionnaire. Et tu m'avais sensibilisé à un thème comme celui qui nous occupe aujourd'hui. Donc je te remercie beaucoup, cher Laurent, d'avoir attiré notre attention, Nicolas Molfessis et moi-même, sur ce thème qui pouvait nous réunir, ce que nous faisons aujourd'hui avec beaucoup de bonheur. Je te passe donc la parole pour un premier propos, donc d'une 15aine de minutes. Et tu ne m'en voudras pas, tu me garderas ton amitié si si je tiens mon rôle ingrat. Je te remercie beaucoup. Merci, merci cher Dominique. Bonsoir à tous. Effectivement, donc, il y a tout juste 40 ans, 1985, ça ne me rajeunit pas, au retour d'un séjour d'études aux États-Unis, je publie un essai, Le droit sans l'État, sous-titré Sur la démocratie en France et en Amérique, qui reflétait mon admiration pour les institutions politiques et la culture juridique américaine. J'y célébrais notamment la pérennité et le caractère sacro-saint de la Constitution, l'équilibre des pouvoirs et les fameux checks and balances conçus par les pères fondateurs de la démocratie américaine, la puissance des commissions de contrôle du Congrès, les grandes agences de régulation indépendantes, la religion du droit et le prestige des juges de la Cour suprême et autres juridictions fédérales, la réglementation des conflits d'intérêts, du lobbying et de la lutte contre la corruption. Bref, tout ce qui faisait des États-Unis la plus grande démocratie libérale, l'état de droit le plus avancé du monde. Et 40 ans plus tard, et quelques semaines après le retour de Donald Trump au pouvoir, chacun de ces titres de gloire est en train d'être démoli à la tronçonneuse, d'une manière qui eût été inimaginable aux États-Unis. Alors, il est impossible même en 15 minutes de recenser l'ensemble des manquements à l'état de droit commis par la nouvelle administration, mais j'en ferai plutôt une typologie non exhaustive, en observant par ailleurs que certaines d'entre elles en restent à ce jour à l'état d'annonce ou d'intention. Il y a lieu également de préciser, de s'entendre sur les termes. J'appelle ici état de droit ce qui différencie la démocratie libérale de l'autocratie, ou de la démocratie dite illibérale, bien que ce soit une contradiction dans les termes, c'est-à-dire non seulement un régime où le pouvoir est soumis au droit, mais également un régime politique où le pouvoir de la majorité ne s'exerce pas sans limite et sans contre-pouvoir. Alors précisément, la première catégorie de manquement à l'état de droit, ce sont les atteintes à la séparation et à l'équilibre des pouvoirs. Donc, les empiètements de l'exécutif par la floraison de décrets, d'executive orders
empiètement sur les pouvoirs du Congrès, un Congrès consentant malheureusement à quelques voix de majorité près. Et donc là, on est dans les limites, tester les limites extrêmes de l'exécutif. Deuxièmement, toujours dans cette catégorie, les atteintes à l'indépendance des agences fédérales créées par le Congrès comme agences indépendantes et atteinte aussi à l'indépendance du département de la justice. Donc là, il y a cette théorie dite de l'exécutif unitaire aux États-Unis qui est une manière qui met en cause en fait l'indépendance d'un certain nombre d'agences et de départements qui doivent absolument être indépendants du politique. Deuxième catégorie de manquements, ce sont les atteintes aux principes constitutionnels, aux libertés fondamentales et aux droits de la fonction publique. Remise en cause du droit du sol, qui est le 14e amendement de la Constitution, atteinte à la liberté d'expression et attaque contre les médias, qui est, rappelez-vous, le 4e pouvoir, avec les attaques contre CBS et contre l'AFP qui refuse de rebaptiser le golfe du Mexique. Oui. Des licenciements de masse dans la fonction publique, les attaques contre la Federal Elections Commission et autres agences en charge des élections, les déportations illégales, les atteintes aux droits des personnes transgenres et, pour ne pas allonger trop la liste, la violation de la confidentialité des données personnelles détenues par diverses administrations. La troisième catégorie, ce sont les atteintes à ce qu'on peut appeler l'ordre juridique. La grâce des émeutiers du 6 janvier 2021, y compris les coupables de violences contre des personnes, la vendetta contre des personnes jugées ennemies, notamment des procureurs ayant enquêté sur les événements du 6 janvier 2021, et même des avocats, des cabinets d'avocats qui ont, dans l'exercice de leurs fonctions, qui ont défendu, par exemple, Jack Smith, le Special Counsel. Dans cette même catégorie, je noterai la suspension des poursuites contre Eric Adams, le maire de New York, accusé de corruption, le non-respect de décisions de juges fédéraux concernant le gel des financements fédéraux et des financements à USAID, la suspension de l'application de la loi anticorruption, le FCPA, et de la loi contre le contrôle du lobbying au profit de puissances étrangères, la loi dite FAHA, Foreign Agent Registration Act, et puis la prolifération des conflits d'intérêts dans tous les sens, au profit d'Elon Musk, le projet crypto de Donald Trump lui-même. Quatrième catégorie, je regarde ma montre, des atteintes à la légalité internationale. Alors on en est plus encore heureusement au stade des intentions. Alors les menaces d'annexion contre le Canada, le Groenland, le Panama, le schéma de déportation de masse des Palestiniens de Gaza, les sanctions contre les juges de la Cour pénale internationale. Enfin, et je terminerai par le plus grave, ce sont les atteintes au principe même de l'état de droit. Donc là aussi, on en est au stade des déclarations, mais je vous en citerai deux. Une de Donald Trump sur le réseau X. « He who saves his country does not violate any law ». Pas être plus clair. Et puis de son vice-président Vance. Judges aren't allowed to control the executive's legitimate power. Tout ça est évidemment contraire au principe fondamental de l'arrêt Marbury versus Madison de la Cour suprême de 1803, selon lequel le pouvoir judiciaire est l'arbitre suprême du droit, car seuls les tribunaux fédéraux peuvent déclarer une loi votée par le Congrès inconstitutionnelle. Et dans la même foulée, les menaces de destitution des juges fédéraux qui ne jugeraient pas dans le sens souhaité par l'exécutif. Voilà. Alors, tout cela pose une question qui agite aujourd'hui les juristes et les politologues américains. Sommes-nous arrivés au stade d'une crise constitutionnelle ? Et deux points de vue s'affrontent sur cette question. Pour les uns, l'assaut brutal et généralisé, comme on vient de le voir, contre l'état de droit
et les principes fondamentaux de la démocratie américaine au niveau des actes comme des déclarations suffit à caractériser une crise constitutionnelle. Pour les autres, celle-ci ne se matérialisera ou ne se matérialiserait que si l'exécutif passe outre à une décision défavorable de la Cour suprême, ce qui serait aux États-Unis l'équivalent d'un coup d'État. Alors, je vous laisse méditer cette question. Nous ferons peut-être un sondage à l'issue de ce colloque pour savoir laquelle de ces deux thèses est majoritaire dans l'assistance. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Laurent. Je passe maintenant la parole à Philippe Etienne, monsieur l'ambassadeur. Je vous passe la parole pour un propos et je dois dire que pour des raisons d'agenda, vous devrez partir un peu plus tôt que nous autres. Et donc à ce moment-là, nous vous saluerons. Voilà, donc je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un thème un peu annexe, un peu différent du fil rouge de ce débat m'a été confié, mais il est quand même bien dans l'évaluation de l'état de la démocratie américaine, parce que c'est un facteur à la fois explicatif et révélateur de l'évolution de cette démocratie. Et cet élément, c'est le fait religieux. Donc je vais parler du fait religieux autour de quatre constatations. La première, pour rappeler le contexte, c'est qu'on est plutôt dans un phénomène de ce qu'on appelle aux États-Unis la désaffiliation religieuse, puisque la part des chrétiens est passée entre 2007 et 2021 de 78 à 63% de la population, d'après le Pew Research Center, qui fait autorité, mais avec une stabilisation ces dernières années. 44% des Américains disent prier au moins une fois par jour. Ceux qui se déclarent sans religion, qu'on appelle les knowns, qui recoupent différentes catégories d'ailleurs, sont passés, eux, de 29 à 40%, sont passés à 29% et sont même 40% chez les moins de 30 ans. Donc on voit que c'est la partie la plus jeune qui est de plus en plus amenée à se déclarer sans religion. Le déclin touche davantage les protestants, qui sont passés de 52 à 40%. Les catholiques sont plus stables grâce à l'immigration hispanique. Et chez les protestants, ce sont les dénominations classiques qui baissent le plus. La part des protestants dans la population américaine est passée sous les 50% de la population totale autour de 2012. C'est important. On voit aussi des tendances très nettes dans les autres religions, mais qui sont beaucoup moins importantes en pourcentage de la population. Le judaïsme, 2%, avec une augmentation de la part des orthodoxes et des ultra-orthodoxes. L'islam, 1%, avec un rôle important, comme on l'a vu dans les élections l'année dernière, dans certains endroits, comme le Michigan, et d'autres cultes qui sont en dessous de 1%. Alors, la deuxième constatation, qui rejoint notre sujet, je crois, c'est que le fait religieux, je ne dis pas la religion, le fait religieux participe à la polarisation de la société américaine, qui est certainement un des éléments sous-jacents importants de l'état de la démocratie américaine. Les populations qui se déclarent religieuses votent davantage pour les républicains. Les populations qui se déclarent sans religion votent davantage pour les démocrates. Et la corrélation entre la pratique religieuse et le vote républicain est positive et existe. Et on voit une polarisation plus spécifique dans la population américaine entre deux groupes, les évangéliques blancs, parce qu'il y a aussi une combinaison à faire entre les races et les religions, qui sont un électorat très important du Parti républicain, et les non-affiliés, athées, agnostiques et autres, qui sont un électorat très important des démocrates. Et puis, il y a une partie des chrétiens qui est polarisée elle-même de manière très forte. Et ça, je l'ai observé comme ambassadeur aux États-Unis. Ce sont les catholiques. L'Église catholique
aux États-Unis est fracturé en deux parties. On le voit dans la conférence épiscopale. Après avoir voté très légèrement, un peu plus pour les démocrates, ils sont repassés en majorité, petite majorité, 52% pour les républicains. Mais il y a vraiment deux églises. À l'époque où j'étais aux États-Unis, on parlait de l'église du pape Benoît et de l'église du pape François. Et cela a été assez loin, puisque une partie de la conférence épiscopale a décidé, enfin aurait voulu refuser la communion au président Joe Biden pour sa position sur l'avortement. C'est une polarisation donc qui va très loin et où vous avez, disons, l'aile droite et l'aile gauche de l'épiscopat. L'aile droite met en avant les thèmes de l'avortement, l'aile gauche met en avant le thème de la migration, des droits des migrants. Les récentes élections, les élections de novembre 2024, ont confirmé cette polarisation et même aggravé la polarisation vue à travers ces critères du fait religieux. Alors, le troisième constat, c'est que la baisse du fait religieux, paradoxalement, s'accompagne d'une augmentation du facteur religieux dans la vie politique, du fait de cette polarisation, mais aussi, et on le comprend bien, parce que les communautés religieuses les plus militantes, ayant conscience de perdre en importance démographique, sont d'autant plus militantes et interviennent d'autant plus vigoureusement dans le débat. Et cela se voit en particulier depuis l'ascension de Donald Trump et du mouvement MAGA, avec une droite chrétienne catholique et évangélique extrêmement militante. Donc, cette droite, elle a un historique, elle n'est pas née aujourd'hui. On retrouve ses racines dans la résistance contre, finalement surmontée, après plusieurs décisions de la Cour suprême, contre la déségrégation des écoles, notamment dans le Sud. Elle passe par des mouvements très connus de téléévangélistes, Jerry Falwell, Pat Robertson, je ne détaille pas. Mais aujourd'hui, évidemment, elle cherche en particulier à peser sur certains débats, et notamment sur les débats de société sur l'avortement, voire la contraception, avec ce qu'elle considère comme la grande victoire de l'arrêt Dobbs de la Cour suprême en 2022, qui inverse la décision Roe de 1973, mais aussi beaucoup et de plus en plus l'éducation, notamment le financement public des écoles confessionnelles et les droits des parents, ce qui est présenté comme droit des parents, qui est en fait une opposition à l'éducation des écoles publiques vue comme prise sous le contrôle des démocrates. Alors, on voit des décisions qui montrent cette poussée dans l'éducation. Par exemple, le gouverneur de Louisiane qui veut afficher les 10 commandements dans les classes. Le superintendant de l'éducation pour l'Oklahoma qui veut rendre obligatoire l'enseignement de la Bible. Et cette poussée, donc, est très militante. On voit toutefois que les politiques, et même Donald Trump dans sa campagne, prenant acte du caractère minoritaire de ces communautés, et au contraire d'un point de vue majoritaire contraire, a navigué pour, par exemple, dire que sur l'avortement, la question principale, c'est le renvoi aux États. Sur la fertilisation in vitro aussi, il a fini par défendre la gratuité, alors qu'il n'a pas décidé d'ailleurs depuis son arrivée au pouvoir. Mais en tout cas, il y a une vraie convergence entre ces tendances, cette partie militante de l'électorat chrétien, notamment évangélique, et en partie catholique, et le rejet de l'État profond. Le rejet de ce que le mouvement MAGA appelle l'État profond. Tout ce que Laurent a décrit actuellement, qui vise à détruire l'État fédéral, ça, c'est aussi porté par ce courant. Et en politique étrangère, bien sûr, il y a l'identification très forte au nom du peuple élu entre cette partie de la population américaine et l'État d'Israël. C'est une assimilation biblique. Alors, pendant le premier mandat de Donald Trump, on n'a pas compris comment ces personnes très religieuses pouvaient soutenir, compte tenu de son mode de vie, un président comme Donald Trump. En fait, il était considéré déjà comme l'élu choisi pour la réalisation de leurs objectifs.
Le second mandat s'ouvre sous un angle différent puisque l'appropriation par le président Trump de cette logique semble avoir fait des progrès, notamment depuis l'attentat qui a failli lui coûter la vie en Pennsylvanie. Dans son discours d'investiture, il a dit « I was saved by God to make America great again ». Donc, cette polarisation, cette tendance, certains disent que l'objectif, c'est, et là on rejoint complètement le sujet, c'est de créer en quelque sorte une théocratie, vous savez, comme certaines dystopies, le livre de Margaret Atwood. Bon, je pense que c'est certainement ce que certains voudraient faire au niveau local, par exemple, mais on voit bien que la tendance démographique rend de grands objectifs comme cela beaucoup plus difficiles, et qu'on est quand même dans des combats extrêmement, je le disais, thématiques. La nouvelle administration Trump a quand même pris des initiatives. Et j'en cite deux, qui vont dans un sens macro, cette fois, favoriser ces tendances. Deux executive orders qui n'ont pas forcément été au centre de ce que nous, on a vu en France ou ailleurs des États-Unis. Un executive order pour éradiquer le biais anti-chrétien, avec création d'une task force, accusant la précédente administration d'avoir ignoré des attaques contre les chrétiens et d'avoir persécuté les chrétiens, en fait ceux qui avaient milité. Et puis un autre executive order qui établit un bureau de la foi dans la Maison-Blanche pour des fonctions de coordination, mais aussi pour empower, pour aider les communautés religieuses à défendre la liberté religieuse. Alors, cet activisme donc, est politique, mais il est aussi juridique, je l'ai dit, et il s'inscrit, et je terminerai par là, dans une évolution de la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis. J'ai déjà cité certaines de ces décisions. Vous savez qu'il y a aux États-Unis une notion de séparation de l'État et de la religion qui n'est pas du tout la même que celle qu'on connaît en France, d'où beaucoup d'ambiguïté. On peut dire que, on peut rappeler que c'est l'article 6 de la Constitution de 1776 qui dit qu'aucune profession de foi religieuse ne sera exigée comme condition d'aptitude aux fonctions publiques, et le premier amendement de 1791 qui interdit d'établir à une loi, qui interdit que toute loi établisse une religion ou en interdise l'exercice. Mais on est beaucoup plus là, on n'est pas du tout dans le schéma de la laïcité, vous le savez bien. On n'est pas, et on est de moins en moins dans une mise à distance, comme en France, du fait religieux par rapport à la sphère politique. Au contraire. Alors, moi j'ai assisté à des prayer breakfasts, où le Congrès, tous les ans, organise en bipartisan des prières dans un grand hôtel de Washington avec le président américain. Ça existait de toute façon. On est en plein dans le lien, au contraire, entre le fait religieux et la politique. Mais aujourd'hui, les jurisprudences récentes de la Cour suprême vont encore plus dans la suppression de ce lien. Et comme j'ai terminé mes 15 minutes, je vais m'arrêter là, mais il y a plusieurs jurisprudences récentes qui, à la faveur de la majorité conservatrice de la Cour suprême, ont pratiquement chaque fois donné raison, en inversant souvent des jugements de juridiction intermédiaire, à, par exemple, des Américains qui avaient refusé de servir des couples homosexuels en raison de leurs convictions religieuses, ou de faire des sites internet pour les mêmes types de clients. Voilà. Et on trouve aussi beaucoup de jurisprudence sur le fait de l'école, les vouchers que les États donnent pour financer la participation à des écoles privées. Je vais m'arrêter là, mais voilà ce que je voulais dire sur le fait religieux dans cette grande, oui, on peut dire inquiétude sur l'évolution de la démocratie aux États-Unis. Merci. Merci, cher Philippe Etienne, monsieur l'ambassadeur. Je pense qu'on a vu dans votre propos les raisons qu'il y a à s'intéresser au sujet. C'est véritablement... Et il me semble, d'ailleurs, en vous écoutant, je me disais, je ne connais pas de système de société où la religion ayant de l'importance, le droit n'est pas contesté. Je pense qu'il y a une relation entre les deux. Enfin, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Je ne veux pas préempter ni précipiter une discussion.
Sharon Dessine, c'est à vous. Alors, je vous passe la parole sur le thème « Les juges et la primauté du droit ». Et vous avez publié récemment « Les juges contre l'Amérique, la capture de la Cour suprême par la droite radicale ». Voilà. D'une certaine manière, vraiment, vous avez beaucoup de choses à nous dire. Et donc, je vous cède la parole aussitôt pour 15 minutes. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, j'ai écrit ce livre qui était un travail de détective, car il fallait retrouver la source de l'argent, qui finançait quoi. Ça a été extrêmement intéressant, un peu déprimant quant aux résultats. Si vous voyez le titre, j'ai pensé que, comme aux États-Unis, on ne parle pas d'état de droit, mais de rule of law, que l'on traduit généralement par primauté du droit ou prééminence du droit. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de traiter plutôt les juges et la primauté du droit. Mais en fait, si vous comparez la définition qu'a donnée Laurent de l'état de droit et celle que je vais vous donner brièvement maintenant, on y retrouve les mêmes composants, c'est-à-dire les contre-pouvoirs, la soumission des pouvoirs au droit et l'égalité devant la loi. Nobody is above the law, c'est ce qu'a rappelé la Cour suprême dans une décision de 1974, US versus Nixon, quand la Cour a exigé du président Nixon qu'il remette les enregistrements en admettant qu'il y avait un petit élément de executive privilege, mais que ça ne primait pas les intérêts d'un procès pénal. Donc ce principe d'égalité devant la loi de « nobody is above the law » est très important et tous ceux qui ouvrent une radio ou un journal voient qu'il est extrêmement mis à mal. Et quelque chose d'important que l'ambassadeur Etienne vient de développer, c'est la séparation de l'Église et de l'État, qui est petit à petit en train de disparaître du fait des politiques, bien aidées par les jurisprudences de la Cour suprême. Si mes 15 minutes m'y autorisent, je parlerai peut-être de cela. Donc, en reprenant, sans la reprendre, la typologie de Laurent, on voit que, en fait, les atteintes sont à chaque fois des atteintes au contre-pouvoir. Le Congrès qui n'existe plus, puisqu'il a abdiqué. Ce qui est plus préoccupant, les États qui pourraient faire quelque chose et les médias qui sont en position de retrait en essayant de ne pas trop attirer l'attention sur eux. C'est très très visible pour les États. Les gouverneurs jouent la carte de la pacification parce qu'ils ont besoin des fonds fédéraux et ce sont les ministres de la Justice qui intentent les actions en justice. Bon, les médias, il y a les ABC qui a transigé, etc. Donc, en fait, si l'on exclut l'armée, il ne reste comme rempart que le pouvoir judiciaire. Et le problème, c'est que quand on voit ce qui s'est passé ces dernières années et comment la droite a capturé les juridictions fédérales et la Cour suprême, on ne peut pas être totalement optimiste. Donc, dans un premier temps, je vais raconter brièvement cette capture qui a démarré dans les années 70, puis je montrerai les résultats. Dès qu'il y a eu ces juges plus conservateurs, il faut même dire radicaux, ça se les traduit dans des décisions. Alors en France, on a beaucoup parlé du droit à l'avortement, mais il faudrait aussi parler de ces décisions qui mettent fin à la séparation de l'Église et de l'État, ce qu'a mentionné l'ambassadeur Etienne. Par exemple, une dame qui crée des sites internet et qui a dit « Ah ben moi, je ne veux pas créer pour un couple homosexuel ». Alors qu'aucun couple homosexuel, mais ça pose des problèmes de recevabilité. Pire, donc en fait, ça n'aurait même pas dû être une affaire devant la Cour suprême, et celle-ci lui a donné droit. C'est-à-dire que dans l'équilibre entre liberté religieuse et loi antidiscrimination, la Cour suprême a donné l'autorisation à tout un tas de personnes, un pâtissier, un photographe qui ne voulait pas, etc., de faire passer leur liberté religieuse, interprétée de façon expansive, devant les lois antidiscrimination. Donc ceci aussi, c'est une atteinte, bien sûr, à la rule of law. Alors, la capture. La capture, elle a commencé, généralement, tout le monde s'accorde pour le dire, en 1970, par un mémorandum d'un avocat, Louis Powell, qui défendait les cigarettiers, en expliquant que la nicotine n'était pas addictive, et en créant des groupes qui faisaient des fausses recherches, aboutissant aux mêmes conclusions que la nicotine ne faisait pas de mal et que fumer, c'était très très bon pour la santé. Alors, ce monsieur a fait prendre conscience au monde des affaires qu'il fallait qu'il se mobilise, en particulier financièrement, pour lutter contre une société qui, pour lui et pour la droite, était une société de gauchistes frénétiques,
Les facs de droit étaient envahies par les progressistes. La Cour suprême était progressiste. Et c'est vrai que c'était l'époque de la Cour, juste la fin de la Cour Warren, avec tous ces progrès en matière de ségrégation en 1954, droit de vote en 1962, toutes ces garanties en matière pénale. Donc ça faisait beaucoup pour la droite. Et donc ce mémorandum Powell a suscité une réaction. Les entreprises ont commencé à créer des comités d'action politique, ont financé les élections, ont créé des cabinets de lobbying, et on voit les chiffres. Si vous allez sur un site qui s'appelle Open Secrets, on voit la montée en puissance des Political Action Committees, donc des comités pour les élections, du business et du lobbying à la suite de ce mémorandum Powell. Ce monsieur Powell a d'ailleurs été nommé à la Cour suprême. Alors, il y a d'autres éléments, et en particulier le durcissement du combat par Newt Gingrich en 1993-94, où il a décidé de traiter les démocrates non plus d'adversaires politiques, mais d'ennemis, et a donné toute une série de mots à utiliser par les républicains pour s'opposer aux démocrates. Mais pour le moment, le mouvement ne prenait pas, parce qu'il y avait beaucoup d'argent, mais il n'y avait pas de troupes. Et c'est là que s'est produite l'alliance stratégique avec la droite religieuse. Donc la droite religieuse, à qui on promettait la fin de la jurisprudence Roe sur le droit à l'avortement, s'est mobilisée et est venue compléter les pouvoirs de l'argent. Et donc petit à petit, ils ont pu créer toute une série de think tanks qui produisaient des recherches de droite, des groupes avec chacun une finalité. Et en 1982, un groupe très important dont je parle beaucoup dans le livre, qui s'appelle la Federalist Society, qui a été créé à l'instigation du ministre de la Justice de Reagan, Meese, et d'un monsieur qu'on ne connaissait pas beaucoup à l'époque, Antonin Scalia, qui lui aussi est devenu par la suite juge à la Cour suprême. Et la mission de cette Federalist Society était simple, créer des chapters, des sections, dans chacune des facultés de droit, de façon à avoir un organisme de droite qui puisse contrebalancer les forces de gauche, je caricature, mais c'est quand même un petit peu cela, et puis ensuite de détecter ces juristes brillants, de les bichonner et de les envoyer dans les endroits importants, donc dans les ministères, dans les agences à pouvoir réglementaire, au ministère de la Justice, bien évidemment, à la Maison-Blanche, Office of Legal Counsel, par exemple, et dans les juridictions. Et donc, petit à petit, la Federalist Society est montée en puissance. Elle continuait à être alimentée par des millions de dollars, et ça lui permettait d'organiser des massives campagnes de publicité au moment des nominations de juges à la Cour suprême. Prenons 2005-2006, George W. Bush a 2 postes à pourvoir, pour tout un tas de raisons pour lesquelles je n'ai pas le temps de revenir. La Federalist Society a dépensé des millions de dollars pour faire passer la candidature du Chief Justice Roberts, qui est toujours le président de la Cour, très très brillant, mais très très conservateur, et d'un autre juriste, un peu moins brillant, mais très très radical, c'est le juge Alito, qui est l'auteur de beaucoup de ces décisions qui sont des revirements de jurisprudence actuellement. Contre-exemple, en 2022, quand le président Biden a voulu nommer la première afro-américaine, Jackson, à la Cour, cette même Federalist Society a dépensé des dizaines de millions de dollars pour essayer de la discréditer, la décrédibiliser, etc. Elle a quand même été approuvée, mais voilà à quoi sert l'argent des milliardaires de la droite et des fondations de droite. Mais la Federalist Society a aussi fait s'aimer des groupes avec des finalités bien précises qui étaient d'intenter des actions en justice pour essayer de faire évoluer la jurisprudence de la Cour. Et au fur et à mesure que la Cour était plus à droite, ces groupes avaient plus de chances d'obtenir des causes de succès. Et là, il y a toute une stratégie qui est très très au point, qui est terrifiante. On identifie une situation factuelle qui paraît porteuse. Ensuite, ces mêmes groupes, alors ils sont spécialisés, il y a ceux qui luttent contre la non-discrimination dans le droit de vote, ceux qui luttent contre affirmative action. Et donc, situation factuelle. Ensuite, un petit peu de forum shopping, c'est-à-dire trouver le fort favorable, et si possible, s'il n'y a qu'un juge, le juge favorable. Et c'est possible parce que les règles de compétence aux États-Unis sont plus souples qu'ici en France. Et ensuite seulement, on va sortir du chapeau un requérant, qui peut-être n'a rien à voir, mais que l'on va récompenser grâce à une signacure dans une fondation.
Il y en a un qui était aide-soignant, qui maintenant est fellow dans un think tank de droite, et il gagne très très bien sa vie. Mais il trouve aussi des associations à qui on va verser des subventions. Et donc cela permet de faire cheminer dans les juridictions, d'abord en première instance. Et à cet égard, le forum shopping est très intéressant, et on a un bon exemple actuellement aussi. Lorsque le président est démocrate, ce sont des groupes de droite qui contestent ses actions. Ces groupes vont toujours intenter leurs actions au Texas ou en Floride, parce qu'il y a plus de juges conservateurs, et surtout parce que les deux cours d'appel, qui sont la cour d'appel du 5e circuit et celle du 11e circuit, sont extrêmement conservatrices. Donc ces groupes de droite savent qu'ils vont avoir gain de cause. Actuellement, nous avons les groupes de gauche, de défense des libertés, les démocrates, qui saisissent les juridictions plutôt à New York ou à Hawaï, ou dans les États plutôt bleus, démocrates, où les juges sont plutôt progressistes. C'est une des raisons pour lesquelles il y a pas mal de succès sur les plus de 100 recours qui ont été intentés en un mois. Les seules réponses négatives sont pour des raisons de recevabilité qui n'ont rien à voir avec le fond de l'affaire. Mais grosso modo, pour le moment, les groupes obtiennent gain de cause contre l'administration Trump. Alors, c'est à la fois parce que les abus sont très clairs, mais aussi parce que les démocrates ont fait la même chose du forum shopping. Il faut voir que le résultat de tout ceci, c'est-à-dire des juges de plus en plus conservateurs, des juges de plus en plus sélectionnés parce qu'ils pensent comme il faut, c'est-à-dire ils sont anti-régulation, anti-droit comme droit à l'avortement, etc. Et pour beaucoup d'entre eux, ils ont un tropisme pro-exécutif parce qu'ils ont fait leurs armes à la Maison-Blanche ou dans le département de la justice. Et donc cela explique, par exemple, c'est une des raisons, la décision sur l'immunité quasi absolue du président qui a été rendue le 1er juillet dernier, parce qu'au sein de la Cour, il y a des juges qui ont travaillé pour l'exécutif et qui croient dur comme fer à cette fameuse doctrine dont sans doute Fred va vous parler, Unitary Executive, et à laquelle Laurent a fait allusion, l'idée qu'au sein de la branche exécutive, le président peut tout faire. Or, jusqu'ici, par exemple, le département de la justice fait partie de l'exécutif, mais il y avait des règles, des traditions non écrites de l'indépendance des poursuites. Et c'est ce que Trump a réduit à néant durant son premier mandat, et encore plus, si c'était possible, durant le deuxième mandat. Donc, quand on ajoute tout ceci, les juges de plus en plus marqués Federalist Society et ces groupes qui intentent des actions, on constate que le résultat, c'est ma deuxième partie, c'est le démantèlement qui commence dès les années 2010, avec 2 décisions en matière de droit de vote qui ont vraiment changé la donne. Citizens United, qui supprime toute régulation et tout plafond sur les dépenses, ce qui explique les sommes gigantesques qui sont maintenant dépensées dans les élections. Et ensuite Shelby, en 2013, qui déclare illégale une section de la loi qui... donc une section de la loi, disais-je, visant à protéger les minorités. Et c'est ce qui explique que les États du sud des États-Unis maintenant se débrouillent pour ne plus inscrire, ou en tout cas tenir loin des urnes, les électeurs afro-américains. Mais le grand démantèlement, il est depuis que les républicains ont grosso modo volé 2 sièges aux démocrates et qu'il y a maintenant 6 conservateurs, que j'appelle radicaux, à la Cour suprême. Et ce démantèlement, on le voit et on l'a vu avant Trump numéro 2, sur plusieurs décisions qui traitent du pouvoir des agences, et la Cour considère que les agences ne sont pas autonomes et ne peuvent pas réglementer, surtout si c'est l'Agence de protection de l'environnement. La révocation du directeur, la Cour suprême considère qu'il est possible de révoquer le directeur, alors que généralement dans la loi, il faut un motif d'incompétence, etc. Et donc toutes ces décisions et celle immunité nous donnent une idée de la coloration des décisions à venir sur toutes les décisions qui vont ou qui risquent de monter jusqu'à la Cour suprême. Donc la grande question, c'est que va faire la Cour suprême ? Elle est consciente, le rapport de fin d'année du Chief Justice montre bien qu'il est conscient que c'est dangereux de critiquer les juges en permanence, dangereux de menacer les juges, il est très très clair dans ce rapport, et peut-être qu'il vise en particulier le vice-président Vance, qui a dit les choses mentionnées par Laurent Cohen-Tanugy.
Mais ce qui est à craindre, c'est que peut-être la Cour ne veuille pas affronter Trump frontalement, de façon à tenter d'éviter la fameuse crise constitutionnelle. Donc j'avais des milliers de choses d'autres à vous dire, mais j'arrête. Merci beaucoup. Vous aurez la possibilité, Mme Désine, de reprendre la parole tout à l'heure. Hein. Je termine ce premier tour de table par Fred Davis. Je vous remercie également de votre présence. Vous êtes ancien procureur fédéral à New York, membre des barreaux de New York et Paris, et lecturer in law à la Columbia Law School. Donc, je vous passe également la parole pour 15 minutes. Tout à l'heure, vous m'avez dit que je peux être très bref. Ce n'est pas ce qu'on vous demande d'ailleurs, mais vous avez une formule que peut-être vous allez utiliser, là je ne sais pas. Donc le micro, ça marche? Vous m'entendez? Ça marche ou pas? Ah, là, voilà. Alors, vraiment, bonsoir à toutes et à tous. Du fond du cœur, je veux dire que je suis ravi d'être ici parmi vous. Les 12 ans que j'ai passés à Paris, c'était le comble de bonheur pour moi dans ma vie. Et un élément de la situation actuelle qu'on a, c'est que Trump est en train, visiblement, de créer une fracture entre l'Europe, notamment la France et les États-Unis, ce qui serait une catastrophe géopolitique, à mon avis, mais aussi un élément très triste pour moi. Alors, ce soir, quand je suis venu, j'ai eu une question que je rencontre quasiment tous les jours dans les vidéos, les conférences au téléphone. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Qu'est-ce qui arrive? Et je vais vous donner une réponse totale dont je suis 100% certain, si vous voulez prendre des notes. Je n'ai aucune idée. Aucune idée. Okay? Et s'il y a des gens qui vous disent, bon, je peux vous expliquer ce qui se passe, c'est une fantaisie, parce qu'on ne sait pas. Le problème avec Trump, c'est qu'il fait des centaines de choses en même temps. Sa stratégie est d'inonder le terrain. Et c'est une aventure quotidienne, dans le sens que tous les jours, souvent à 10 h le matin, 14 h l'après-midi et le soir, je lis les journaux en ligne et j'apprends aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Il y a maintenant, quand on parle, une procédure devant un tribunal à New York qui est important. Donc ce soir, je vais apprendre quelque chose. Et pour moi, c'est un peu comme la création d'une peinture impressionniste, dans le sens qu'aujourd'hui, je vais apprendre un point sur la toile et demain, peut-être 2 autres points. Okay? Mais quelle est l'image finale qu'on aura? Je n'ai aucune idée. Voilà. Mais il y a quand même un certain nombre d'éléments. On commence avec Trump. Okay? Trump est un tyran. Point de la ligne. Et ça, on a pris le 6 janvier 2021. Lui, il avait fini avec tous les recours légaux, les moyens légaux, afin de maintenir le pouvoir. Il a perdu le tout. Donc, sans hésitation, on tournait vers des moyens extra-légaux. Et il fera la même chose s'il faut. Donc, on peut compter sur lui, il n'a aucune limite du tout. Alors, pendant le premier mandat, il y a eu, dans une certaine manière, 2 sortes de limites. Une, c'est qu'autour de lui, heureusement, on a découvert un certain nombre de personnes honnêtes, chefs de cabinet, chefs de l'armée et autres, qui souvent d'une manière discrète, un peu secrète, ont détourné un peu ce que voulait faire Trump. Et donc ils ont limité le pire, heureusement. Et cette fois-ci, on ne peut pas compter sur ça, parce que son choix n'a rien, des personnes autour de lui n'ont aucun à voir avec la compétence, c'est la loyauté qui compte. Donc il est entouré avec des potes qui vont dire oui, monsieur, à toute question. L'autre limite dont Anne Dessine a parlé était les tribunaux. Et il y a eu des analyses intéressantes du bilan de Trump pendant son premier mandat. Et dans un certain sens, il a eu le score le plus mauvais de tous les présidents depuis Franklin Roosevelt aux années 30. Et on voit des choses aberrantes comme la décision sur l'immunité, mais quand même, il y a eu beaucoup de décisions qui limitaient Trump en ce qui concerne l'immigration, droit de vote, discrimination et autres. Donc, heureusement pour nous autres, les tribunaux, à mon avis, ont eu une bonne note. Pas parfaite, mais quand même une limite.
Alors, où sommes-nous aujourd'hui? Je ne sais pas. Il y a des dizaines, voire des vingtaines de litiges contre Trump. J'ai créé un certain tableau et ça va prendre du temps, dans le sens que tous les jours, il y a une petite décision temporaire. Et il y aura des appels, il y aura certainement une jurisprudence à la Cour suprême. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? On ne sait pas encore. C'est la peinture dont l'image reste un peu vague pour l'instant. Mais il y a pour moi deux choses qui sont extrêmement difficiles et dangereuses. Et c'est évident un peu, mais je vais répéter quand même. Une situation, c'est la situation des médias et des journaux qui ont une histoire d'indépendance et on est en train de voir l'absence de l'indépendance. Beaucoup des médias, depuis un certain temps, appartenaient à des personnes riches. Par exemple, le New York Times, que je lis tous les jours, appartient à la famille, à une grande famille. Washington Post a une tradition glorieuse d'indépendance avec une autre famille, et Wall Street Journal. Maintenant, on parle de Rupert Murdoch au Wall Street Journal, Bezos au Washington Post. Et ce qui est difficile, ce qui est différent, c'est que les très riches américains ont une tradition de l'indépendance vis-à-vis du gouvernement. Au 19e siècle, on avait Carnegie, on avait des personnes extrêmement riches. Pour eux, le gouvernement, pas un ami. Maintenant, on voit Bezos, on voit tous les autres qui disent ce n'est pas une bonne idée d'être ennemi de ce type, beaucoup mieux d'être son pote. Donc, une chose qui m'a frappé, c'était le jour de l'installation, et on avait Trump et sa famille, et juste derrière, on avait Bezos et Zuckerberg, et tous les autres gens, les GAFAM qui contrôlent les médias. Et donc on risque de perdre cette voix indépendante. Et l'autre chose qui est effrayante, c'est sa campagne d'intimidation par rapport avec les universités. Alors, moi, j'enseigne maintenant, je suis à la fac de Columbia Law School. La semaine dernière, on a perdu 400 millions de dollars de fonds fédéraux, la fac à Columbia. 400 millions, c'est beaucoup, hein? Et ce qui est dingue, c'est qu'on n'a aucune idée quelle procédure. Dans le sens, c'était un caprice de Trump. Il s'est levé un matin, il a dit « Ah, Columbia, on n'aime pas, trop de manifs, les gens n'aiment pas trop, donc 4 millions disparus comme ça. Et est-ce qu'il y aura un recours devant les tribunaux? Je crois, mais je n'ai aucune idée. Mais son point, c'est évident. Soit vous êtes mon ami, soit vous êtes mon ennemi. Mes amis vont prospérer et les ennemis vont avoir des problèmes avec tout ce qui concerne le gouvernement fédéral. Donc, à mon avis, ça, c'est un peu le défi, la situation là où on est. Je suis, personnellement, ni optimiste ni pessimiste. Je reste optimiste que c'est un beau pays et surtout que les juristes, les avocats, les juges vont réfléchir avant d'empêcher trop la démocratie. Mais quand même, l'influence des médias sur les élections est incroyable. Et Anne parlait aussi des fonds. Le fait que Elon Musk peut dire publiquement, bon, il y aura une campagne dans un des États, Michigan ou Wisconsin, a dit, bon, je vais contribuer, moi, personnellement, 100 millions de dollars pour gagner les républicains. Est-ce que c'est une démocratie? Je ne sais pas. Donc, c'est une situation extrêmement dangereuse. Il faut tenir ferme. Il y a des ONG, des personnes importantes qui font de bonnes choses. Ce que je n'ai pas encore vu, très franchement, c'est ce qu'on appelle en Angleterre the loyal opposition. C'est-à-dire le Parti démocrate n'a pas encore vraiment une voix. Et on ne sait pas quel sera les prochains grands dans le parti. Les vieux sont vieux, ils sont partis. Est-ce qu'il y aura une nouvelle génération? Il faut rappeler qu'en 2004, on avait la réélection de Bush bis, W. Bush, et c'était épouvantable, mais c'était 4 ans après qu'on a eu ce personne inconnue
qui était un jeune homme à Chicago, notamment Barack Obama. Donc il est possible qu'il y a quelqu'un dont l'identité n'est pas encore connue, qui va arriver. Mais c'est une situation, et je répète, très franchement, au secours, on a besoin de vous. Vraiment, il faut un Marshall Plan, un plan Marshall intellectuel à l'envers. Il faut vraiment qu'on travaille tous ensemble. Moi, j'ai toujours dit que après l'élection de Trump, j'ai eu avec Connie Board, j'ai eu une discussion et j'ai dit méfiez-vous un peu vous Français parce que Obama, c'est le premier président qui n'a pas de racines intellectuelles avec l'Europe. Il était globaliste, il aimait beaucoup l'Afrique, mais aussi l'Asie. Donc, depuis un certain temps, mon point de vue à moi, c'est qu'il faut vraiment venir nous aider, vous, en Europe, parce que ça redevient un peu le centre intellectuel du monde libéral. Donc, merci beaucoup et aidez-moi. Merci pour vos propos à chacun de vous. Merci pour le respect du temps qui vous était imparti. C'est vraiment très, très précieux. Peut-être, monsieur l'ambassadeur, avant votre départ, parce que je crois que vous allez bientôt... Ah ben très bien. Est-ce que vous voulez ajouter un commentaire, poser une question, intervenir sur ce qui a été dit ou préciser un point pour vous-même? Oui, sur la justice, moi, il y a un point qui m'a beaucoup frappé quand j'étais ambassadeur. Vous savez ce qui s'était passé, enfin je parle sous le contrôle de vous, Madame Lezine, qu'il y a eu cette incroyable obstruction de Mitch McConnell et des Républicains du Sénat quand les démocrates ont cherché à prendre une décision sur la Cour suprême. Et les démocrates ont vécu ça comme un traumatisme. Et ensuite, le même McConnell, qui est pourtant pas du tout un ami de Donald Trump, comme vous savez, a été l'artisan d'une incroyable campagne pour que le Sénat fasse passer en priorité absolue les nominations des juges fédéraux. Et moi, j'ai vécu le moment où les démocrates ont vraiment compris que c'était une bataille majeure pour l'avenir du pays et de leur propre influence. Et ils ont fait, pendant le mandat de Joe Biden, exactement la même chose que les républicains. Il s'agit des juges fédéraux, donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ils ont réussi à nommer autant de juges fédéraux qu'il y avait eu de juges républicains nommés dans le mandat précédent de Donald Trump. Ça veut dire que, vous imaginez que c'est tellement important que les deux partis maintenant font passer ces nominations avant toutes les autres. C'est devenu la priorité des priorités pour fixer l'ordre du jour du Sénat. Ça montre vraiment l'importance de ce combat. Mais c'est vrai que grâce à la Federalist Society, l'aile droite du pays a pris une énorme avance, évidemment, parce qu'ils ont tout de suite, ils ont investi ce combat. Voilà, c'est ça que mon expérience personnelle. Je vais en profiter, monsieur l'ambassadeur, pour faire une remarque. Au fond, quand tout à l'heure Fred Davis nous disait « aidez-nous », je me dis, mais vous parlez d'un pays où l'on critique la politisation des juridictions, sur un continent où on critique la politisation des juridictions, mais dans un sens inverse. Il y a une question peut-être générale qui est la politisation des juridictions qui fait l'objet de critiques. Mais je pense que le procès est le même si ce n'est pas le même point de départ. Je vais vous donner la parole. La deuxième chose, c'est comme vous parliez des démocrates, je me suis dit, mais ce n'est pas un surgissement ce qui se passe. Ça n'arrive pas depuis 2025. Ça vient de loin, vous l'avez d'ailleurs dit, ça commence en 1970, etc. Premièrement, pourquoi ça n'a pas été arrêté et quelle est la contribution des démocrates à ce processus? Au fond, vous le disiez un peu, je ne sais pas si j'interprète bien vos propos, mais oui, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas... est-ce que Joe Biden n'a pas, à sa manière, à un moment donné, fait un usage du droit, dans l'état de droit, qui était discutable? Est-ce que c'est sans précédent? Est-ce que ça n'a pas été fait autrement par d'autres? Vous voyez, il faut nous éclairer aussi là-dessus, parce que moi, je peine à croire, par principe,
que ce type de phénomène, dans un pays comme les États-Unis, n'arrive que par le comportement d'un parti, en tout cas c'est l'hypothèse que je soumets à la discussion, et si c'est un seul parti qui se comporte ainsi, que signifie le fait qu'il ait retrouvé le pouvoir après l'avoir perdu en 2020 ? Est-ce que c'est ça le fond de la société américaine ? Ce n'est pas le seul parti républicain qui opère cette révolution. Oui, je veux bien répondre. Je parlais il n'y a pas longtemps à une conférence où on comparait un petit peu le rôle des juges en France et aux États-Unis. Et même si les juges sont périodiquement attaqués, il y avait une tribune dans Le Monde récemment sur ce sujet, il faut bien voir que la politisation des juges aux États-Unis n'a rien à voir. Parce que ces juges, ils sont sélectionnés pour leur vision idéologique et politique. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Monsieur l'ambassadeur, vous avez parlé de juges républicains. Il y a 20 ans, on n'aurait pas dit ça. On aurait dit conservateur, on aurait dit progressiste. Au pire, on aurait dit républicain avec les guillemets, alors que maintenant, ils sont clairement républicains. De même que les juges progressistes sont démocrates, mais moins visiblement. Et donc la détérioration, le démantèlement, c'était la conclusion à l'autre conférence. Bien sûr, tout n'est pas parfait en France, mais il y a moins de risques découlant de cette politisation en France qu'il n'y en a aux États-Unis. Alors vous posez une très bonne question, est-ce que c'est vraiment de la faute ou de la responsabilité des républicains ? Je pense qu'ils ont été très très bons. Alors certains d'entre nous le regrettent, c'est clair, mais ils ont su construire un récit. Ils ont su s'inscrire sur la haine contre l'État. Ils ont surfé sur le message de Reagan. L'État, ce n'est pas la solution, c'est le problème. Et donc tout ce qui vous arrive, c'est de la faute de l'État. En gommant, bien sûr, tous les programmes d'aide sociale qui sont en train d'être démantelés et dont les citoyens sont en train de prendre conscience que finalement, ce n'était pas si mal. Mais ils ont été pris dans ce storytelling extrêmement efficace des républicains contre lequel les démocrates n'ont pas bien su réagir. Si on voit le bilan de Biden, il y a eu des tas de problèmes et le fait qu'il gracie son fils et tout un tas de monde, c'est sans doute pas une bonne idée, encore qu'ils auraient été tellement persécutés qu'à la limite, ça peut se comprendre. Mais sur le plan économique, le bilan est excellent, objectivement. Eh bien, le Parti démocrate n'a pas réussi, lui-même quand il était candidat, et Kamala Harris n'a pas réussi à faire passer ce paysage positif et surtout à proposer une vision qui attire les électeurs. Et là, c'est le troisième point. On parle de Trump, on parle de Musk, qui a dépensé sans doute 200 millions de dollars pour faire élire Trump. Mais ce qu'il a fait élire, c'est aussi la désinformation sur les réseaux sociaux. Ces mensonges permanents, et comme on sait que tout le monde fonctionne dans ces fameuses bulles cognitives, il y a des gens qui sont enfermés dans ces bulles dans lesquelles ils sont convaincus que Biden a été nul, que l'économie américaine était dans un état dramatique le jour de l'élection et que Trump est venu pour les sauver. Et donc, cher Fred, pour répondre à cet appel à l'aide, sache que les universités françaises sont en train de faire passer des pétitions et que nous essaierons d'accueillir le maximum de nos collègues américains sur le territoire français. Mais surtout, vous tous, je voudrais lancer un plaidoyer, parce que si nous ne voulons pas que l'Europe, et la France en particulier, soient dans la même situation que les États-Unis, nous devons faire pression sur la Commission pour qu'elle applique fermement, et je dis bien fermement, le DSA, Digital Services Act. Musk fait l'objet de plus d'enquêtes et pour le moment, il devrait payer déjà 6 milliards de dollars. Si on continue ces enquêtes, si c'est 6 milliards chaque mois, peut-être, quelque part, il se passera quelque chose. Et comme l'administration Trump ne répond qu'au rapport de force, ce n'est pas en étant sympathique avec les Américains que nous réussirons à l'emporter, que ce soit les droits de douane, etc. Trump est en train de dire « Ah, bah, si vous n'appliquez pas le DSA, avec Musk qui lui chuchote dans l'oreille, on sera gentil pour les droits de douane. » Non, il faut en premier lieu appliquer le DSA. Donc, toutes les pétitions que vous faites passer, que vous voyez passer, s'il vous plaît, et vous, les jeunes, battez-vous pour l'application du DSA. Laurent ? Je voulais rebondir sur la question de Dominique. Il y a un point commun en fait à toutes les démocraties dites illibérales, c'est la volonté de mettre sous coupe l'indépendance de la justice, d'attaquer l'état de droit. C'est quelque chose qui est commun à toutes, qu'on prenne la Pologne avant les dernières élections,
la Turquie, le débat qu'il y a eu même en Israël pour mettre là aussi, réduire les pouvoirs de la Cour suprême avant les événements du 7 octobre. Donc c'est un point commun. Et en France, évidemment, aussi, on entend de plus en plus, depuis longtemps d'ailleurs, des attaques contre le gouvernement des juges, contre le Conseil constitutionnel. Enfin, c'est une vieille ancienne, notamment de l'extrême droite et de l'extrême gauche, enfin des extrêmes. Il y a quelque chose vraiment de... Alors, aux États-Unis, c'est quand même très particulier, puisque il y avait, pour reprendre, il y avait véritablement une religion du droit aux États-Unis. Là, on a effectivement la religion sans le droit. Mais, et donc, la question aujourd'hui aux États-Unis, c'est de savoir est-ce que cette situation qu'on a décrite, est-ce qu'elle est durable, et si elle ne l'est pas, qu'est-ce qui va arrêter ce mouvement? Alors on peut se rassurer d'un certain côté en disant il y a un nombre considérable de procès contre tous les agissements de Trump, de Musk, etc. Donc il y a une bataille, enfin comme Anne l'a rappelé, la stratégie toujours politique passe toujours par le droit finalement, par les juges, par le droit. Donc on reste dans un état de droit, mais beaucoup va dépendre des décisions que prendra la Cour suprême. Là-dessus, on peut d'un côté s'inquiéter par la supermajorité conservatrice, d'un autre côté, il y a eu 2 dernières décisions dans lesquelles on a eu une majorité de 5 contre 4, donc avec le Chief Justice Roberts qui a quand même intérêt à ce que son institution ne perde pas toute crédibilité, et également Amy Barrett, donc la dernière nommée par Trump, mais qui a voté avec les 3 juges nommés par Obama. Donc il peut y avoir, dans des cas particulièrement importants, une majorité de 5 contre 4 contre Trump. Ce qui est important aussi, alors une question peut-être pour Fred, est-ce que c'est la question de la violence. Alors on peut craindre d'un côté la violence de l'administration Trump et de ses soutiens, mais est-ce que tu envisages aussi des manifestations, voire de la violence civile contre le démantèlement de l'État fédéral? Est-ce que tu vois ça comme une possibilité à court terme, Fred? Oui, ça va. Bon, moi, je vois aussi 2 tendances dont on parle déjà. On parle des tribunaux. Est-ce que les juges sont devenus politisés? Un élément important pour moi, c'est qu'ils sont vus comme politisés. Dans le sens qu'à chaque reprise, Trump, quand il perd une décision sur n'importe quoi, il dit « Oh, le juge est corrompu ». Et on a vu dans les sondages, depuis 4-6 ans, la confiance qu'on a dans les juges a plongé comme ça. Et ça crée... c'est pas bon, dans le sens que ça crée une situation où on n'a pas la confiance, même dans les bonnes décisions. Et à mon avis, c'est lié à l'attaque de Trump sur la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et par exemple, on parlait du 6 janvier. Maintenant, nous étions tous autour de la télévision. On a vu les voyous qui attaquaient le Capitole. Maintenant, ils sont devenus des héros. Eux sont les victimes. Alors, ils gomment l'histoire comme ça. Et au début du dernier siècle, Hannah Arendt a dit que quand le gouvernement vend des mensonges, ce n'est pas seulement qu'ils sont acceptés, mais ça crée une situation où on ne distingue plus entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Les soviétiques ont souvent dit rien n'est vrai et tout est possible. Et donc, on voit un peu ça. Et quand Trump, il peut dire tous les jours une vingtaine de choses qui sont entre totalement fausses et un peu. Okay? Et bon, ce que lui dit implicitement, oui, j'exagère, mais tous les autres font la même chose. Donc, c'est à vous de décider qu'est-ce qui est vrai. Et bon, c'est un monde irréel, à mon avis, qu'on est en train de voir autour de nous. Ça, c'est un aspect effectivement très important que vous soulignez là, et qui me fait penser à une détermination qui est ni républicaine ni démocrate, mais technologique.
parce que les réseaux sociaux, l'espace public numérique est très largement producteur de ce rapport au monde, c'est-à-dire de la post-vérité, comme on le dit beaucoup. Moi, je pense qu'il faudrait quand même regarder de près les causalités qui sont non partisanes, en quelque sorte, qui sont sociétales. La religion en est une. Et d'ailleurs, monsieur l'ambassadeur, moi j'ai noté dans une étude récente qu'il y a un retour, je ne sais pas si c'est important ou pas, un retour du religieux chrétien aux États-Unis, du point de vue quantitatif. Et je crois que c'est le Pew Research Center également qui l'a relevé. Donc c'est peut-être aussi dans un contexte où la question religieuse fait retour. D'une certaine manière, en vous écoutant, je me disais, ça fait un point commun de plus entre Trump et Poutine, de s'appuyer, et je le dis sérieusement, de s'appuyer sur la religion, de se revendiquer d'une mission religieuse pour mener son action. Alors, les chiffres que j'ai cités montrent simplement, et ils viennent du Pew Research Center, une stabilisation par rapport à la baisse. Est-ce que ça remonte? Moi, je n'ai pas de chiffres qui montrent que ça remonte. Par contre, l'activisme remonte, l'intensité du militantisme religieux. Je voudrais, avant de vous quitter, je vous prie de m'en excuser, rebondir sur ce que vous avez dit, je crois que Anne a été la première à le dire, sur les réseaux. Vous avez parlé du DSA, moi je suis aussi un Bruxellois, hein. J'ai négocié le règlement général pour la protection des données personnelles quand j'ai représenté la France à Bruxelles. Il y a d'ailleurs il y a deux règlements, hein, le DSA, mais aussi le DMA, qui lui vise explicitement d'autres grosses plateformes et que les Américains, le gouvernement américain, critiquent comme étant DSA, DMA, vous singularisez des Américains, donc c'est illégitime. Bon, il y a eu à l'époque de la négociation quelques expressions un peu malheureuses. On a parlé des règlements GAFAM, alors qu'en fait, ces règlements sont erga omnes, hein, ils visent aussi des plateformes chinoises. Bon. Et c'est vrai que aujourd'hui, la relation entre l'Europe et les États-Unis se durcit sur les droits de douane, comme avec le monde entier, mais que l'autonomie, la souveraineté européenne pour établir ses propres règles sur le numérique est un point très très dur. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, avant son discours de Munich, à la conférence sur la sécurité de Munich, le même vice-président Vance avait fait un discours à Paris, au sommet sur l'intelligence artificielle, où il avait explicitement visé le DSA et le règlement général sur la protection des données, qui est quand même un vieux texte par rapport au DSA et au DMA, parce que les deux derniers sont de 2022. Donc ça va être un point très important, et ça tourne autour des libertés, parce que l'argument donné notamment par Elon Musk, c'est vous censurez, vous empêchez la libre expression des opinions. Quand on voit la réalité aux États-Unis, et on s'aperçoit que même Steve Bannon a mené une campagne contre Elon Musk parce qu'il accusait Elon Musk de censurer certains contenus MAGA à certains moments. Bon, donc on voit que cette accusation de censure est vraiment infondée. Et moi, je crois qu'il y a aussi, et je terminerai par là, j'espère qu'il y aura encore des débats aux États-Unis sur cette question de réseau et de liberté d'expression. Notamment parce qu'il y a quand même des abus. On a négocié avec les Américains et les opérateurs, les grandes plateformes, une lutte contre les contenus incitant au terrorisme après les attentats de Christchurch, hein, en Nouvelle-Zélande, qui visaient des mosquées. On a quand même le harcèlement des jeunes en ligne qui émeut beaucoup aux États-Unis. Donc j'espère qu'il y aura quand même, et je pense, connaissant des sénateurs, y compris républicains, qui portaient ceci. D'ailleurs, on a vu même Melania Trump qui défendait une certaine action pour protéger les jeunes sur Internet. On peut quand même espérer qu'il y ait des cordes de rappel. Mais moi, ce qui m'a le plus frappé, en tout cas, c'est cette alliance. Il y a notamment un article, je crois, de Peter Thiel dans le Financial Times qui explique que finalement le peuple et la tech vont s'allier pour, en quelque sorte, une nouvelle conception de la démocratie.
Redoutons le pire, alors. Ça m'effraie comme énoncé. Oui, alors je veux bien reprendre. Ce qui est très important, c'est qu'il y a deux visions opposées de la libre expression. La libre expression aux États-Unis, fondée sur le premier amendement, est interprétée de façon tellement absolutiste par la Cour suprême, là encore, qu'elle permet tout et n'importe quoi. Et c'est parce qu'elle permet tout que, par exemple, il est impossible de dire que Trump ment ou de sanctionner les mensonges ou de sanctionner la désinformation. Et en fait, quand les MAGA Trump nous reprochent, nous, en Europe, de faire de la censure, c'est simplement parce que notre liberté d'expression n'est pas totale. Elle nous permet de sanctionner le négationnisme, les appels à la haine et un certain nombre d'autres choses. Et le terme censure est très intéressant, et là encore, il est dévoyé. La censure, elle existe dans la Constitution des États-Unis pour interdire aux États, l'État fédéral d'abord, puis les États fédérés, de censurer la parole et les médias. Mais lorsque un gouvernement, le gouvernement Biden, demande aux réseaux sociaux de modérer de façon à ce que tous les mensonges sur le vaccin soient supprimés ou en tout cas atténués ou qu'il y ait des explications, les républicains considèrent que c'est de la censure. Or, je répète, le mot censure, en droit constitutionnel américain, ne s'applique qu'aux actes de l'État contre les individus. Donc, quand un réseau social fait de la modération, ce n'est pas de la censure. Et c'est par cet amalgame, et là encore multiplié par les réseaux sociaux, que petit à petit, le camp MAGA réussit à façonner cette contre-vérité, cette vérité alternative dont parlait Fred et qui nous empêche de distinguer le vrai du faux. Mais d'ailleurs, c'est une des tactiques, je parlais des différentes tactiques des républicains depuis les années 80, c'est aussi de, je dis à dessein, de balancer tellement de choses et tellement n'importe quoi, et Steve Bannon utilise un mot en 4 lettres dont je vous ferai grâce, que finalement il y a tellement de cela dans le débat public que les gens renoncent à comprendre. Et c'est ce qui s'est passé pour les cigarettes. À partir du moment où il y avait toutes ces études qui jetaient le doute, les gens se disaient « bon, tant pis, je renonce à comprendre ». Et c'est l'attitude des gens actuellement. À partir du moment où vous entendez tout et n'importe quoi, ça devient très très difficile de se faire une idée. Alors si c'était sur un seul sujet, peut-être, mais sur 10 ou 20 sujets, c'est impossible. Et donc, les lecteurs renoncent, qui est exactement ce que veut le camp MAGA. Fred, vous voulez intervenir à nouveau? Vous le faites quand vous voulez. Hein. Je veux peut-être... Denis Lacorne, que j'ai vu tout à l'heure, a peut-être quelque chose à partager avec nous. Je ne sais pas si Denis est toujours là. Et s'il est là, si... Tu veux bien, si on te passe le micro? Et puis peut-être Alain Frachon, je ne sais pas si Alain Frachon veut nous dire quelque chose. Ce serait pas mal. Et d'autres personnes qui veulent s'exprimer. Donc Denis Lacorne et Alain Frachon. Oui, juste, mais c'est dommage que l'ambassadeur soit parti, parce que j'ai une question sur la religion. Je crois qu'on peut aller au-delà même de ce qu'il a dit dans cette tendance vers une mobilisation des religieux les plus fanatiques. Deux rappels, simplement. La Bible de Trump. La Bible de Trump, c'est publiée par une entreprise contrôlée par Trump, imprimée en Chine et vendue aux États-Unis. Et c'est une Bible qui est hérétique d'un point de vue théologique, c'est-à-dire qu'elle met ensemble des textes laïques qui sont la Constitution, la Déclaration des droits, le Bill of Rights, collés avec la version anglaise de la Bible, des King James Version of the Bible. Donc c'est de la démonstration d'un refus de séparation de l'Église et de l'État. Et cette fameuse Bible du président, la deuxième édition indique donc le Trump Bible, the Holy Bible, indique 13 juillet, le jour où Dieu est intervenu, laissant entendre que Trump est beaucoup plus qu'un leader charismatique, il est l'élu de Dieu. Et puis, deuxième exemple de ce radicalisme de la religion aux États-Unis, c'est Pete Hegseth, Paula White. Voilà, Paula White est à la tête du Bureau de la foi qui a été créé par Trump. Hegseth est à la tête du Pentagone. Ce sont tous les deux des reconstructionnistes et des dominionnistes, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à une frange la plus extrême de la religion aux États-Unis, et une frange extrême qui pense que la démocratie est une hérésie et doit être remplacée par une théocratie.
voilà des gens qui sont dans l'entourage immédiat de Trump. Et donc, on a des raisons de s'inquiéter, bien sûr, sur cette vision théocratique du monde. Voilà, j'en reste là. Alain Frachon, peut-être? Vous avez un micro pour Alain? Si tu veux bien venir jusqu'ici, peut-être, Alain, je suis désolé de te solliciter comme ça. Alain Frachon, juste Alain Frachon. Je ne sais pas. Ce qui me frappe dans ce qui se passe aux États-Unis depuis quelques années, en fait, c'est le parcours classique du chemin vers la démocratie libérale. Alors, il y a 3 pôles de pouvoir qu'il faut contrôler. D'abord, la justice. En principe, les cours suprêmes ou les cours constitutionnels. On a vu ça en Pologne, on a vu ça en Hongrie, on a vu ça aux États-Unis. Souvent, le phénomène est différent, les processus sont différents, mais il y a ça. Le deuxième, c'est les médias. Les médias, c'est d'autant plus facile que les médias traditionnels tendent à disparaître. Un éditorial du New York Times, un commentaire de CBS ne déplace pas une seule voix. Un commentaire du Wall Street Journal, même chose. Donc autrement dit, je pense que tout à l'heure on a mis les médias, le rôle des médias, il faut distinguer les médias traditionnels et les réseaux sociaux, qui sont devenus les médias qui comptent. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit Musk le jour même de la victoire de Donald Trump. Il s'est retourné vers les journalistes traditionnels, ceux dont les organisations d'ailleurs s'étiolent, y compris les télévisions les plus établies. Il leur a dit: vous avez compris maintenant, les médias, c'est nous, c'est X, c'est les plateformes, c'est nous. Ces médias, on ne peut pas les poursuivre en diffamation, comme vous l'avez expliqué. Un journal, vous pouvez le poursuivre en diffamation. La chaîne Fox News, elle a perdu en justice, et elle a été condamnée à $1 milliard, ou à peu près $1 milliard d'amende, par le groupe qui fabriquait les machines à voter, et dont la chaîne Fox News avait dit qu'elles étaient truquées par des bandits cubains, et que c'est comme ça qu'on avait assuré la victoire de Biden. Donc, si vous voulez, les médias perdent de plus en plus en influence. Moi, par plaisir, je regarde les médias anti-Trump, parce qu'ils sont souvent très talentueux. Mais je sais qu'ils ne déplacent pas une seule voix. Je lis au minimum 10 articles du New York Times tous les jours et 5 du Wall Street Journal, et c'est à peu près la même chose. Et je vais vous donner un dernier exemple. Cet après-midi, j'écoutais un sénateur démocrate, sénateur de l'Arizona, qui est un ancien pilote de l'aéronavale et un ancien cosmonaute. Il a été, je ne sais où, mais enfin, cosmonaute. Et il se trouve qu'il était en visite en Ukraine, à Kiev, au moment où la politique à Washington, la tonalité à Washington, était de délégitimer Zelensky, le président ukrainien. Et quand il est revenu à Washington, il s'est trouvé face à des dizaines de millions, pour ne pas dire des centaines de millions, de posts sur X signés signé Musk, et l'accusant d'être un traître. Tu es un traître. Au moment où ton pays attaque Zelensky, tu as été faire preuve de solidarité, signe de solidarité, ou une visite officielle à Kiev. Alors, à la télévision, il était interviewé ce soir. Et il a dit, c'est un homme très posé, un gentleman, vous savez, comme souvent les gens qui sont des pilotes de chasse, on sent qu'ils ont le pouls qui bat à 30, très calme. Il ne va pas s'énerver, mais il a dit, écoutez, voilà ce qui se passe. Cet après-midi, j'étais avec mes amis démocrates, sénateurs démocrates au Congrès. Et les sénateurs républicains sont venus pour m'accueillir moi aussi. Et tous les sénateurs, mes amis sénateurs républicains, m'ont fait part de leur solidarité. Et j'ai dit, mais pourquoi vous ne l'exprimez pas, cette solidarité? Et ils disent, mais non, si on le fait, Musk nous attaque sur X, on n'aura plus de fonds pour la prochaine campagne électorale, il présentera un candidat contre nous, et donc on ne le fait pas, on se tait. Quelqu'un a parlé tout à l'heure, en présentant la situation de l'état de droit, quelqu'un a parlé du fait que le Congrès avait abdiqué.
au minimum le Parti républicain, puisqu'il bénéficie d'une légère majorité à la Chambre et un peu plus confortable au Sénat. Oui, il a abdiqué. Il a abdiqué parce qu'il a peur du pouvoir de Musk et de la capacité de Musk à démolir une réputation politique sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le New York Times qui compte. Ce n'est pas CBS, ce n'est pas ABC, ce n'est pas CNN. C'est Musk qui possède X, qui se sert de la Maison-Blanche pour vendre des Tesla, faire de la publicité pour les Tesla, comme il l'a fait cette semaine. Et donc, vous voyez, il y a ça. Il y a le chemin traditionnel vers l'illibéralisme, les 3 pôles de pouvoir qu'il faut contrôler. Et il y a ensuite, je pense, que l'incompatibilité entre la démocratie représentative et les réseaux sociaux. Tant qu'ils bénéficieront de cette espèce de... On ne peut pas les poursuivre pour diffamation, d'irresponsabilité totale. Merci Alain. Merci beaucoup. Merci, même si on vous a trouvé moins convaincant sur la partie russe, qui me fait très peur aussi pour ce qui me concerne et qui est en plus moins loin. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole, intervenir? Je trouve qu'il y a des questions. Je le dis. Allez-y, monsieur. Oui, on va. Allez-y. Ouais, on va passer la parole, mais monsieur a levé le doigt, je vous donne la parole. Bonsoir, passionnant. Pour défendre l'ambassadeur quand même 30 secondes, quand Poutine a envahi l'Ukraine, il a envoyé un mémorandum de 10 pages à la Cour internationale de justice pour expliquer pourquoi il envahissait l'Ukraine et pourquoi il respectait le droit international. C'était bidon, mais au moins il prétendait respecter le droit international. Ici, non, mais c'est pas à prendre à la légère. Ici, il n'y a même plus de considération. Moi, j'ai une question pour Laurent. Ça, je ne suis pas sûr quand même qu'on puisse dire une chose pareille. Ce n'est pas le sujet. Moi, j'ai une question pour Laurent, basée aussi sur ce qu'a dit Anne Désine. En fait, il y a beaucoup de choses quand même qui prédatent Trump. Et il y a des phénomènes dont on a pris conscience lors de l'élection entre Al Gore et Bush. On a pris conscience de phénomènes comme le gerrymandering, qui est inconcevable quand même dans n'importe quel État de l'Union européenne. On a pris conscience justement de la politisation du corps judiciaire américain qui prédate Trump. Donc je me demande, est-ce que tu t'es pas trompé il y a 40 ans ? Non, écoute, non, je comprends, mais non, je ne crois pas m'être trompé il y a 40 ans. Et j'espère que, malgré tout, il va y avoir une résistance, un retour de bâton aux États-Unis. Mais ce que tu décris, il y a toujours eu des dysfonctionnements dans la démocratie américaine, mais rien de commun avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui, où il y a vraiment une attaque en règle et tous azimuts contre l'état de droit. Mais je ne veux pas monopoliser la parole, mais peut-être que les fameuses règles dont en Europe... on dit tous le mal et on veut déréguler. Mais le fait, justement, comme le disait Madame Dezine, que dans le système américain, il y a beaucoup de choses qui sont non écrites, qui sont de la tradition, qui est on fait les choses parce que ça ne se fait pas. Finalement, il y a quelqu'un qui se fout complètement de la tradition, des règles non écrites. Et peut-être que les règles écrites, peut-être que la vision française un peu étriquée parfois, a peut-être du bon dans ces cas de figure, non ? Oui. Non, la question que je me pose, c'est comment est-ce que, dans un système comme les États-Unis, tout ce qui a déjà eu lieu a été possible. En fait, c'est ça qui est assez étonnant, en perplexe. Effectivement, c'est une interrogation. Il semble qu'il y a un certain nombre de loopholes, comme on dit aux États-Unis, un certain nombre de choses qui n'auraient pas dû être possibles, tout simplement. Donc ça, moi j'avais espéré que Biden, en arrivant, essaierait de resserrer, certains loopholes en fait nécessitaient une super majorité au Congrès ou autre. Mais il y avait un certain nombre de choses qui pouvaient être verrouillées. J'avais espéré qu'il nomme une commission justement après le premier mandat Trump pour verrouiller un certain nombre de choses, mais il ne l'a pas fait. On a évidemment un souci heureux qui est le nombre de personnes qui veulent intervenir. Donc, Anne, vous vouliez dire un mot, si vous voulez dire rapidement, voilà, pour qu'on puisse avoir le... Juste pour défendre encore plus Laurent, au contraire, il a tout compris. Il a compris, comme les Républicains, que le droit était au centre, les avocats étaient au centre, les juges étaient au centre. Mais si on a besoin d'un truc un peu réconfortant,
c'est pas bon d'être injusticiable aux États-Unis. L'insécurité du droit est totale parce que ce droit jurisprudentiel est en évolution permanente. Donc aujourd'hui, le droit, c'est cela, mais peut-être demain, il sera modifié. Donc vous avez raison, finalement, notre système de code qui a été tellement moqué, il a quand même un certain nombre d'avantages. Et comme je ne suis pas sûre qu'on va me redonner la parole, je vais donner ma conclusion. Je voudrais dire qu'il y a un lien qui a été souligné, écrit, hein. qui a été souligné par plusieurs, qui est implicite. C'est-à-dire que Trump est en train de démanteler au plan interne. Oui. L'État, l'État-providence, les agences, etc., la règle de droit au profit d'une corruption généralisée. Et on pourrait se dire, ben, too bad pour les Américains. Sauf que, parallèlement, il a détruit tout l'ordre libéral international, ce que les Américains appellent rule-based, basé sur les règles. Et il y a à la fois cette contagion du mauvais exemple, mais aussi cette alliance objective avec les autocrates. Et donc le camp occidental, et là je vous rejoins, monsieur l'ambassadeur, le camp occidental va être perdant. Parce que si nous sommes confrontés à tous les autocrates, Iran, Russes, etc., alliés aux États-Unis, même en faisant des gros efforts de coopération, ça va être difficile. Donc effectivement, il faut se mobiliser. Merci. Monsieur ? Oui, Bertrand Dumaret, merci beaucoup pour ce débat d'une très haute tenue. Moi, je voudrais revenir sur 2-3 points. Le premier point, et d'ailleurs, revenir sur ces points dans l'optique, en quelque sorte, lessons learned from Donald Trump and the USA currently. Qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nous aussi en France ? Le premier point, et ça a été souligné par plusieurs orateurs et notamment par Anne Désine, c'est cette évolution antérieure, cette espèce de grignotage d'un certain nombre de principes qui s'est développé finalement sur plusieurs décennies. Pour vous donner un exemple, on avait publié un numéro spécial de la revue française d'administration publique, qui est la revue académique de l'ENA, sur l'administration en crise sous Trump 1. Et ce qui était très impressionnant, c'est de voir que tous les intervenants américains nous montraient l'évolution, y compris par des présidents démocrates, en faveur d'un pouvoir accru du président, y compris vis-à-vis des agences, etc. Et moi, je me dis, attention, cette évolution, ce grignotage, il existe aussi dans des démocraties qui sont encore aujourd'hui libérales. Encore aujourd'hui libérales. Deuxième point, pour répondre à la question de M. Davis, que faire ? Moi, je dirais qu'il y a 2 points qui me frappent. Premièrement, la force de l'argent, ça a été démontré. Je vais être un peu brutal, il n'y a plus vraiment de droit de la concurrence aux États-Unis depuis plusieurs décennies, d'où des conglomérats gigantesques, des rentes de profits gigantesques. Et là aussi, c'est pas une surprise que ces grands manias des nouvelles technologies utilisent des fortunes considérables pour un projet politique. Donc, malheureusement, je ne suis pas sûr que le droit de la concurrence va revenir au premier plan aux États-Unis. Ça ne paraît pas être le cas. Mais nous avons quand même cette force en Europe d'avoir un droit de la concurrence qui fait régner un certain équilibre et qui diminue les rentes de monopole. Et puis le deuxième point, c'est une question que je me pose et que je nous pose, y compris au sein de France-Amérique. Quel doit être notre rôle dans une période où on sent une antagonisation croissante entre les États-Unis et les Américains et les Européens. Moi, je suis très frappé de voir que mes collègues ou amis américains, quand on leur demande « bon, comment ça va ?», etc., ne répondent pas. Or, il y a un phénomène qui est très fort aux États-Unis, c'est le patriotisme, c'est aussi la notion de National Security Interest. Quand elles sont invoquées, même des gens finalement démocrates, des gens posés, se regroupent autour de la bannière. Et ça, c'est un point sur lequel je crois qu'il ne faut pas passer à côté, c'est-à-dire qu'il faut maintenir un dialogue avec un certain nombre de nos amis américains. Il faut absolument le maintenir. Voilà. Merci beaucoup. Je me présente, Jean-Paul Jeanneret, HEC Club International. J'ai une question pour Fred, une question très simple. Est-ce qu'il y a une procédure d'impeachment possible ? Et si oui, qui peut la provoquer ?
d'impeachment possible? Et si oui, qui peut la provoquer? Oui, mais à mon avis, il ne faut pas du tout compter dessus, dans le sens que ça, ce n'est pas le problème d'aujourd'hui. Le problème d'aujourd'hui, c'est de survivre et de rétablir la démocratie. Pour moi, l'impeachment, c'est une distraction. Trump, dans un certain sens, il adore ça. Alors, s'il y a des démocrates qui disent « bon, on va faire un impeachment », lui, il est ravi. Il est ravi. Parce que c'est une aventure pour lui qu'il peut gagner. À mon avis, la vraie bataille, la vraie guerre, c'est tous les jours de trouver des gens bons qui peuvent être élus, de rétablir une bonne discussion. Impeachment, à mon avis, c'est à part. Rien à voir avec la réalité, à mon avis. Oui, bonsoir. Est-ce que la bonne nouvelle n'est pas du côté économique? Comme on disait il y a quelques années, it's all about the economy. Point. Donc, avec toutes les mesures qu'il prétend faire, qu'il a fait, etc., il me semble quand même évident que l'économie américaine ne va pas croître, ni embellir, ni la nôtre. Donc, si on a une récession de notre monde occidental, est-ce que vous pensez que l'électorat qui a élu ce monsieur, il y avait quand même un électorat de base, ils n'étaient pas tous là-haut, il y avait la base et là-haut. Si la base ne suit plus, je pense qu'on a une possibilité for recovery. Si la base continue à suivre, parce qu'il aurait une solution possible, à ce moment-là, la difficulté persiste. Je souhaite passer la parole. Oui, Jacques Huillier, avocat. Une question pour Monsieur l'ambassadeur. Comment verriez-vous concrètement le fait que le Canada devienne le 51e État des États-Unis? Je vous rappelle qu'il y en a un qui s'y est essayé. Du haut du balcon de l'hôtel de ville de Montréal, il avait crié « Vive le Québec libre ». Il avait eu un gros succès à l'époque, mais ça n'a pas eu de conséquences. C'est une question très intéressante, mais qui nous amènera très loin. Allez-y sur l'état de droit aux États-Unis. Je suis un peu débordé par les propositions. Oui, c'est pour. Madame, vous n'êtes pas beaucoup, je suis désolé. Choisissez vous-même. Alors, madame. Je sais que la journée de la femme est passée. On avait la possibilité de vous donner la parole, madame aussi, donc de toute façon. Non, je voulais. C'est peut-être pas en ligne avec tout ce qu'il y a. Voilà. Avec tout ce qui a été dit, je voulais jeter un peu mon petit caillou dans la mare. Personnellement, je pense que les États-Unis ne sont plus une démocratie depuis longtemps et que Trump n'est que l'aboutissement extrême. Alors, il aurait pu y avoir un autre aboutissement que Trump, mais de cette situation, notamment du fait, je crois que ça a été évoqué par monsieur tout à l'heure, du système électoral, de la disproportion de poids des États, etc. Dans ma définition de la démocratie, les États-Unis ne sont pas une démocratie. Et comme je veux aller très vite, parce qu'il y a d'autres questions qui veulent être posées, c'est sur le fait de l'état de droit. Donc je parlerai juste d'un aspect. J'ai travaillé à l'international toute ma vie et j'ai dû subir les effets de l'extraterritorialité américaine toute ma vie. Les lois d'Amato et autres, qui nous mettaient dans une panade pas possible, et puis également les attitudes dans la concurrence des États-Unis qui étaient tout sauf, disons, correctes, éthiques, etc. Donc, vu de ce point de vue, à l'international, c'était vraiment, et ça a toujours été, la loi du plus fort. Donc, voilà. Donc, je voulais au moins émettre cette nuance pour l'international. On vous passe la parole, madame. Je signale le livre qu'a fait Laurence au Droit sans frontières, c'est sur ce sujet de l'extraterritorialité. Oui, bonsoir. Ne pensez-vous pas que le fait que Trump parle de remodeler les frontières des États-Unis, par exemple pour le Canada, etc., n'est pas une volonté d'occuper le terrain de la communication tous les jours? Et n'oublions pas aussi qu'il a failli mourir au cours d'un attentat et qu'il veut peut-être aussi dire « je suis vivant ». Voilà ma question. Monsieur, alors, posez votre question. Ouais. Merci pour votre question, madame. On ne sait pas répondre à toutes les questions. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. Je voulais juste
souligner 2 points. On a beaucoup parlé d'argent, mais il me semble, sauf erreur, et corrigez-moi, que Kamala Harris avait levé plus d'argent que Trump pendant sa campagne. Donc, comment on explique, du coup, les choses? Et la deuxième chose, on a parlé beaucoup des GAFAM, mais traditionnellement, ils sont plutôt démocrates. Là, ils ont un peu bougé. Donc, comment se fait-il aussi que ça n'ait pas servi? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que simplement une question d'argent et de réseaux sociaux? Est-ce qu'il n'y a pas des raisons plus idéologiques ou de valeurs ou politiques, au bon sens du terme? Moi aussi, je suis... Rappelons-nous... Moi aussi, je suis canadienne, donc les discussions du Canada devient de 51e État me fait peur. Et donc, sur cette idée, j'ai une question pour Madame Desine. Sur l'idée de rule of law, il y a beaucoup d'États qui ne suivent pas Trump et comme les conservateurs. Et comment vous voyez la différence peut-être entre ces États et les autres États dans le développement et la progression de rule of law? J'ai dit brièvement au détour d'une phrase que les États sont très puissants aux États-Unis sur le papier, dans la Constitution, ils jouissent des prérogatives, ils sont le législateur de droit commun. Ma crainte, c'est que dans cette corruption généralisée, il y ait non seulement le gel des fonds vers les États, mais une sorte de 2 poids 2 mesures, et en particulier, dans ce qui a été adopté par la Chambre, il n'y a aucun argent pour aider la Californie après les énormes incendies. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent pour aider la Caroline du Nord parce qu'elle est républicaine, mais on peut craindre qu'il y ait un 2 poids 2 mesures. Mais pour répondre en 2 secondes sur le financement des élections, oui, Kamala Harris avait collecté beaucoup d'argent qu'elle a mal utilisé. Ce qui a fait élire Trump, c'est d'être passé gratuitement sur 14 podcasts virilistes. Et ça a amené des gens qui n'ont jamais voté, des mâles, blancs, afro-américains et hispaniques, à voter pour lui parce que le message, c'était qu'un candidat qui est soutenu par Musk ne peut être qu'un candidat génial, et donc on y va. Donc il y a l'argent, mais l'argent, il est utile non pas au plan présidentiel, mais parce que lorsque Fred disait on balance 200 millions de dollars dans le Wisconsin pour acheter un siège de juge à la Cour suprême de façon à faire basculer la majorité, là effectivement ce n'est pas une démocratie. On fasse un colloque sur les raisons de cette élection parce que c'est quand même très complexe ce qui s'est passé. Non, simplement, rappelons-nous peut-être d'abord que les États-Unis ont failli à un moment donné élire Lindbergh. OK. Il ne faut jamais oublier qu'à un moment donné, il a fallu avoir une bascule au bénéfice d'Hitler et au détriment de l'ensemble démocratique. Première remarque. Deuxième remarque, je vous trouve très, très compréhensif. Nous sommes face à une attaque radicale de l'ensemble de nos valeurs. Et nous n'avons qu'une seule solution, la solidarité. Et j'en ai rien à faire de la solidarité à l'égard du drapeau américain. Il faut que nous soyons solidaires à l'égard de la liberté et de l'Europe. C'est le seul moyen de s'imposer dans une situation dans laquelle nous sommes le premier marché, je rappelle, en termes de solvabilité et en termes de nombre. Donc arrêtons d'être dans une situation qui est une situation digne de ce qui s'est passé avant la guerre de 1939, nous sommes dans une situation de radicalisation et d'opposition radicale à ce monsieur, aux tendances américaines et à la logique de faire que les États-Unis sont devenus aujourd'hui des ennemis et un pays non démocratique. Le reste n'est que bavardage. Oui, si je peux ajouter quelque chose. Je viens de dire que il y a très longtemps, à l'époque d'Obama, j'ai dit aux Européens, il faut que vous ayez une voix. Et très franchement, vous n'avez pas bien fait depuis cette époque-là. Moi, je cherche une Europe qui a le poids économique dont vous parlez. Vous êtes une économie beaucoup plus, pas beaucoup, mais plus grande que la nôtre, beaucoup plus grande que les Russes. Donc, il faut qu'on vous voit sur le monde actuel. Et très franchement, je n'ai pas encore vu. Oui.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, et je suis moi-même un militant européen. Ce que je voudrais dire quand même, bémol, c'est que d'une part, il ne faut pas banaliser ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et je pense qu'on le banalise quand on dit les États-Unis n'ont jamais été, ont toujours eu des dysfonctionnements, quand on mélange avec le problème de l'application extraterritoriale du droit américain, qui n'a rien à voir avec les attaques actuelles contre l'État de droit. Donc je pense qu'il faut distinguer les choses. De même, sur le plan international, je ne pense pas... Il faut évidemment que l'Europe se renforce, se réarme, s'autonomise, mais il ne faut pas non plus jeter l'Alliance Atlantique avec l'eau du bain, si je puis dire. Parce que ce moment va passer, parce qu'il n'est pas dans l'intérêt des États-Unis d'être contre l'Europe, et donc tout ça va passer. Donc renforçons-nous, mais essayons au contraire d'aider la moitié des Américains qui n'ont pas voté pour Trump, les États démocrates. Je pense que c'est plutôt la voie de la sagesse. Nous sommes à la maison France-Amérique. Hein. Donc, cher Jean-Luc, il fallait bien que, grâce à Laurent, on termine. Peut-être, vous voulez vous dire un mot pour vraiment finir? La conclusion est quand même très difficile. Non, je tiens à remercier nos intervenants, nos invités, parce que c'est vrai que... Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de républicains dans la salle. Ça, de ce côté-là, quoi qu'on était tranquille. Mais c'est vrai que on est dans une situation où l'état de droit est quand même mis en cause, que l'état de droit peut être mis aussi en cause en Europe. C'est vrai qu'avec ce qui a été dit sur l'AfD en Allemagne, ce qui s'est passé en Roumanie, etc. Cher ami Serge Voyal, j'ai adoré votre intervention en tant que Canadien, vous qui avez été ministre et sénateur, et vous avez eu des responsabilités, et je comprends très bien la position des Canadiens qui sont aux premières loges, mais sachez que vous avez toujours gagné la guerre contre les Américains. Donc ça, il faut le savoir. Donc je pense que, comme on a dit, peut-être que Trump utilise ça pour enfumer, pour faire occuper le terrain, mais que je ne vois pas comment pratiquement il peut intervenir au Canada et même au Groenland. Je pense que ça paraît un peu difficile. Non, par contre, pour revenir à l'état de droit, c'est vrai que la situation n'est pas facile, mais nous avons des midterms dans 2 ans. Donc c'est vrai que des midterms peuvent modifier la donne. Parce que, et puis il y a aussi un autre point, je disais dans la presse récemment, que au Sénat américain, la majorité est de 2 voix. Et 2 voix, c'est rien, c'est-à-dire qu'il suffit que vous ayez 2 ou 3 républicains, 2 ou 3 républicains qui s'abstiennent ou autre chose, ça peut changer la donne. Et puis après, vous avez la théorie du filibuster aussi qui peut aussi intervenir, qui peut faire durer les votes. Et puis, bon, je crois qu'il faut avoir l'espoir que la démocratie américaine reprenne du poil de la bête et que dans 2 ans, si on se retrouve ici pour faire peut-être le point des 2 ans, peut-être que les choses auront changé. Cher professeur, passé, mais c'est à vous de terminer. Merci Jean-Luc. Vraiment, je vais remercier vraiment tout le monde d'avoir été présent, d'avoir été très attentif. Merci infiniment. Je suis désolé pour les personnes qui n'ont pas pu s'exprimer. On a essayé de passer la parole. Il y aura d'autres rencontres. Moi, je serai tout à fait. De toute façon, intéressé pour France-Amérique a une tradition de dialogue et de réunir justement les différents acteurs. On a eu fin septembre un débat entre les républicains et les démocrates. Alors c'était chaud, hein, parce qu'ils se sont traités de tous les noms, de menteurs, de vendus, etc. etc. Mais bon, c'est le dialogue, ils nous l'ont fait à l'américaine, vous voyez, c'est-à-dire que nous, on aurait été un peu plus polis, eux, c'était beaucoup plus débridé. Mais voilà, donc vous êtes toujours les bienvenus à France-Amérique. Il y aura d'autres conférences qui vont être organisées. C'est vrai qu'il faudrait que j'envoie un petit mot au président Trump pour le remercier. Parce que quand on avait commencé à organiser cette conférence fin janvier, début février, on n'a pas imaginé que en l'espace d'1 mois et demi, on allait retourner la table comme ça s'y retourner. Et vous voyez, on avait plus de 200... Alors on était parti sur une conférence de quoi, 120, 130 personnes. Mais vous voyez, on est presque 240 inscrits.
Écoutez, merci encore d'être venu. Et puis, nous avons un verre d'amitié qui nous attend. Et les livres, si vous le souhaitez. Et alors, voilà, vous avez aussi une dédicace des livres pour ceux qui le souhaitent. Denis Lacorne aussi, son livre est ici. Son dernier livre, d'ailleurs, est ici. Je vous le recommande vivement. Et comme agent de communication, il y a moins cher, quand même, que Donald Trump. Hein. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et puis, bonne soirée, à bientôt.